Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 7. Ce village nous semblait la proie idéale. Quelques paysans égarés au milieu d'une forêt. Après avoir passé le printemps et l'été à piller, après avoir défait les armées du roi à l'automne, nous aspirions à nous reposer au cours de l'hiver. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. Épisode 29. La grotte était assez profonde et se terminait par un cul-de-sac froid, sombre et bien peu accueillant. William fouilla un petit tas de pierres et en extirpa une torche qu'il alluma, puis il éclaira les parois. En hauteur apparut alors une petite ouverture. « Il faut grimper là-haut. » dit-il. Il recula, prit son élan et courut en direction du mur. Au dernier moment, il sauta. Son pied rebondit contre la paroi et par un geste d'une dextérité incroyable, il s'accrocha à un rebord de l'ouverture. Une demi-seconde pour reprendre son souffle et, à la seule force de ses bras, il se hissa dans l'infractuosité. « Mais je n'arriverai jamais à faire cela !» lâcha Adelaide sur un ton désespéré. Il terminait à peine sa phrase qu'une corde descendit le long de la paroi pour leur permettre de monter, sans savoir à se livrer à l'incroyable acrobatie. « Et un souci de moi. » s'amusa Rodrigue en s'approchant de la paroi pour commencer l'escalade. Le boyau qui s'offrit à eux n'était pas bien large, et ils se déplacèrent accroupis. Il finit par déboucher dans une pièce plus spacieuse, éclairée par 4 torches et qui offrait un aménagement sommaire. Une petite table, un coffre et une paillasse. « Prenez place, je vous en prie. » dit Willem avant de se retourner vers Rodrigue et d'ajouter. « Comment vous êtes-vous retrouvé poursuivi par ces deux créatures ?» J'avais besoin d'aide. Il montra son bras droit. J'étais blessé, alors j'ai frappé à la porte d'une des fermes. Les 3 premiers coups contre la porte étaient restés sans réponse. Rodrigue avait collé son oreille contre le bois pour tenter d'entendre ce qui se passait à l'intérieur. Aucun bruit. L'espace d'un instant, il regretta de s'être précipité si vite, mais la blessure à son bras droit, par une douleur sournoise, lui rappela les motifs de cet empressement. Il frappa de nouveau sans plus de succès. Il se résolut donc à ouvrir la porte. Cette dernière n'offrit aucune résistance et il glissa un pied à l'intérieur. Il y a quelqu'un? Il fit 2 pas de plus dans la bâtisse. La chaise sur laquelle il avait vu une ombre quelques instants plus tôt était vide. Avait-il rêvé? Il referma la porte, s'approcha du feu qui brûlait dans la cheminée et s'installa devant pour examiner sa blessure. La plaie n'était pas jolie, mais cela ne l'impressionnait pas le moins du monde. Il était habitué. Il devait juste trouver un moyen de stopper le saignement. Il déchira un morceau de sa chemise et le noua autour de la blessure. La souffrance était si importante qu'il eut peur de perdre connaissance. Heureusement, la chaleur du feu le caressait et le soulageait un peu. Il s'allongea à même le sol pour se reposer un peu sans perdre les bienfaits du foyer. Il aurait pu aller sur la paillasse, mais elle était dans l'ombre et il était persuadé que s'il ne faisait aucun doute qu'elle était plus confortable, il aurait eu froid. Il y jeta un coup d'œil sans regret. Il y jeta un coup d'œil et arrêta de respirer.
Elle était surélevée et reposait sur 4 biais en bois qui lui évitaient de toucher le sol. C'est dans cet interstice que Rodrigue vit briller 2 yeux rouges. Oubliant jusqu'à la douleur de son bras, il se releva précipitamment, sans quitter la paillasse des yeux. Celle-ci bougea légèrement, et là, lentement, la créature se glissa hors de sa cachette. Devant Rodrigue pétrifié, elle se releva lentement, déployant son long corps filiforme et révélant les cicatrices sur sa peau grise. Il remarqua de suite les excroissances sur ses bras qui faisaient penser à des racines. L'homme de main prit conscience qu'il ne devait pas rester là, et il recula lentement en direction de la porte sans détacher son regard de l'étrange occupant des lieux. La bête semblait elle aussi en pleine observation et ne manifestait aucune intention agressive. Rodrigue se retrouva bientôt collé contre la sortie. Il prit une profonde respiration et l'ouvrit doucement. Au moment précis où il allait la franchir, la créature hurla. Surpris, Rodrigue paniqua, se précipita à l'extérieur et claqua la porte. Il fut soulagé de se retrouver dehors, mais cela ne dura pas longtemps. Devant lui se tenaient 2 autres monstres, et eux avaient l'air bien plus décidés à en découdre. Ils étaient plus grands et plus musclés que celui de la ferme. Leur visage fermé affichait une détermination glaçante. Ils ne laissèrent pas au malheureux Rodrigue l'occasion de réfléchir et se jetèrent sur lui en hurlant. Heureusement, l'homme de main était un combattant aguerri et il savait parer les attaques les plus fourbes. Il se jeta au sol et l'attaque se termina contre le mur de la ferme. Il avait oublié sa blessure, mais la souffrance qui lui déchira le bras lui rappela bien vite qu'il n'était pas invincible et lui fit perdre quelques secondes. Heureusement, pas suffisamment pour permettre à ses agresseurs de se lancer dans une seconde offensive. Il parvint à se relever avec difficulté et se mit à courir sans but vraiment précis, avec pour seule visée échapper à ses horreurs. Rapidement, les bruits qu'il entendit derrière lui ne lui laissèrent aucun doute. La chasse avait commencé. Les poursuivants étaient déterminés et Rodrigue était fatigué. Il ne tiendrait pas longtemps, et il sentait que la menace se rapprochait de plus en plus. Il devait faire diversion, chercher à gagner un peu de temps. Il vit une opportunité en passant à l'angle d'une ferme. Après s'être retourné pour s'assurer qu'il n'était pas à portée de vue, il se plaqua contre le mur et, malgré son essoufflement, retint sa respiration. Il venait tout juste d'y parvenir lorsqu'il vit passer les 2 monstres juste à côté de lui. Tout à leur poursuite, les bêtes se laissèrent berner par le subterfuge de l'homme de main, et ce dernier, soulagé du répit qu'il venait d'obtenir, repartit dans l'autre sens. Il arriva alors sur la place du village et vit l'église. Quel meilleur endroit pour fuir des démons. Malheureusement, il n'eut pas le temps d'y trouver refuge qu'il entendit de nouveau les cris. Les monstres l'avaient retrouvé. Heureusement, il put entrer avant d'être rejoint. Vous pouvez remercier le Seigneur. Déclara Willem une fois que Rodrigue eut terminé son récit. Les créatures que vous avez affrontées n'ont aucune pitié, et il vaut mieux ne pas tomber dans leurs griffes. Mais d'où viennent ces horreurs ? Demanda Adelaide qui avait écouté le témoignage sans oser prononcer le moindre mot. Je vais vous l'expliquer. Répondit de Castillon. Mais avant, Il se leva, attrapa le bras blessé de Rodrigue et l'observa avec attention. nous sommes bien d'accord que ce ne sont pas les créatures du village qui nous ont fait cette blessure. Non, mais c'est des monstres qui n'ont rien à leur envier, des sortes de loups avec des ailes. Parfait. Je ne suis pas certain que ce soit le mot qui convienne. Aussi, croyez-moi, si cela n'avait pas été le cas, j'aurais dû à minima vous couper le bras, mais plus probablement vous tuer. L'abbé avait expliqué cela avec un détachement qui pouvait surprendre. Et tout en parlant, il avait attrapé le visage de Rodrigue de sa main droite et lui avait forcé les paupières de sa main gauche pour bien observer ses yeux. L'homme de main avait eu un geste de recul. Mais qu'est-ce que vous faites? Je m'assure que vous ne mentez pas. Arrêtez de bouger, s'il vous plaît. Tout en disant cela, l'homme d'église avait renforcé sa contrainte, et même s'il l'avait voulu, Rodrigue n'aurait pas pu se dégager. Il finit par le lâcher. C'est parfait. Maintenant, je vais vous expliquer de quoi il retourne. Asseyez-vous. Willem se tourna vers Adelaide. Il eut un petit sourire empreint de plus de fatigue que de joie. Tu connais mon combat pour protéger la foi, et tu m'as aidé dans mes recherches. Eh bien, je l'ai trouvé. Le moine dévisageait son maître avec une véritable inquiétude dans le regard. Cernunos ? Cernunos. L'abbé se frotta le visage. Sa fatigue transpirait par tous les pores de sa peau. Il soupira et reprit. Je suis arrivé trop tard cette fois-ci, et la petite fille avait déjà subi la transformation et le mal était présent. Comment se fait-il que personne ne l'avait remarqué avant ?
Ah, ce village est particulièrement isolé, c'est sans doute la raison. Un peu perdu dans cette conversation pour le moins obscure, Rodrigue intervint pour demander des explications. Willem se tourna vers Adelaide pour qu'il en fournisse. Mais maître, je suis loin d'avoir tous les détails. Ne t'inquiète pas, je compléterai ton propos. Dis simplement ce que tu sais sur Cernunnos. Bien. Avant l'avènement de notre Seigneur, les peuplades sauvages qui habitaient les régions boisées croyaient en une multitude de divinités. Certaines étaient bienfaitrices, d'autres non, mais elles avaient tout un rôle important dans le monde. Il va sans dire que tout cela n'était que balivernes, que des croyances farfelues. Pourtant, parmi ces divinités, il y en a une qui est différente. Cernunnos? Demanda Rodrigue. Cernunnos. Confirma Adelaide. D'après les croyances, c'était un dieu des forêts, maître de la vie et de la mort, en perpétuelle régénération. S'il meurt, il renaît. Sans doute le plus puissant de tous les dieux du panthéon celte. Un mythe, comme les autres. S'exclama Rodrigue. Le moine hésita à répondre. Il jeta un coup d'œil en direction de l'abbé qui reprit le propos. Oui, sans doute. Du moins, c'est ce qu'il nous plaît à penser. Mais voilà, il y a le village de Haut-de-Bois. J'imagine que Paolo n'est pas arrivé jusqu'à l'abbaye, sinon vous ne seriez pas là. Il y eut un certain malaise chez les deux hommes, Si, dit Rodrigue. mais il est bien arrivé, et il a bien dit au père Chani que personne ne devait venir à votre secours. Comment va-t-il? Mais il est mort. Mais que faites-vous là alors? L'homme de main désigna le moine d'un geste de la tête. Il n'a pas écouté ce que lui conseillait le père Chani. Il a voulu vous rejoindre et j'avais pour mission de le ramener à l'abbaye avant qu'il n'arrive ici. L'abbé se retourna vers son disciple et celui-ci se sentit obligé de se défendre. Paolo ne m'a rien dit, et le père Chani non plus. Du moins, il a refusé de me donner toute explication. Trop tard, de toute façon. Coupa Willem. Maintenant vous êtes ici, à Haut-de-Bois, le lieu de renaissance de Cernunnos, car ce n'est plus ni une légende, ni une simple croyance, et encore moins une hérésie. Adelaide avait déjà été confrontée en partie à ces choses étranges, et il savait depuis longtemps qu'il serait, un jour ou l'autre, face à une telle situation. Rodrigue, pour sa part, avait été témoin de choses incroyables, le brouillard, les custos lupus et les impressionnantes créatures dans les villages. Il ne pouvait donc que croire ce que lui racontait Willem, et ce, même si sa foi l'aurait conduit à repousser cette histoire. Cependant, il avait besoin de détails que les deux ecclésiastiques s'appliquèrent à lui donner. Il y a quelque temps, nous sommes tombés sur un vieux codex rédigé par un ermite du nom de Malanis. Il y décrivait les croyances qui existaient autour de Cernunnos et affirmait que lui-même avait été témoin des faits qu'il rapportait. Dans certains villages, à chaque naissance d'une jeune fille, on s'empressait de regarder sa poitrine. Si au niveau du cœur y apparaissait une petite tache de naissance en forme de triangle, alors cette jeune fille était enlevée à ses parents et éduquée par les druides du village. On veillait sur elle comme sur le plus précieux des trésors. Oui, Reprit Willem. et au fur et à mesure qu'elle grandissait, elle commençait à développer un certain nombre de pouvoirs. Un certain nombre de pouvoirs? Interrompit Rodrigue. Capacité de parler avec les animaux, de faire apparaître des illusions plus vraies que nature, de faire disparaître, et d'autres encore. Mais tous ces pouvoirs n'étaient rien comparés à ceux qu'elle acquérait après la métamorphose. Quelle métamorphose? L'abbé se tourna vers le moine et d'un geste de la tête, il l'invita à poursuivre. Lorsqu'elles arrivaient autour de son 15e printemps, la jeune fille tombait malade, et rien ni personne ne semblait pouvoir la soigner. Son agonie était plus ou moins longue, mais elle finissait toujours par décéder. Les villageois se livraient à une étrange cérémonie alors, et au lieu d'enterrer ou de brûler le corps, ce dernier était conduit en forêt et déposé au pied d'un arbre, et veillé pendant plusieurs jours pour éviter qu'elle ne soit dévorée par les bêtes de la forêt. Que pensez-vous qu'il arrivait alors? Demanda Willem à Rodrigue. J'imagine que le cadavre devait dégager une puanteur sans nom et commencer à pourrir lentement. L'abbé eut un sourire car il attendait cette réponse. Eh bien non, au contraire. D'après le codex de Malanis, en pareille situation, dès le premier jour, et cela quelle que fût la saison, des fleurs de muguet poussaient autour du cadavre et une odeur légère s'en dégageait. Au deuxième jour, la peau de la morte s'assombrissait, prenant la couleur de l'arbre au pied duquel elle avait été déposée. À partir du quatrième jour, des sortes de racines paraissaient sur ses bras et les jambes, et elle allait s'enfoncer dans la terre. Ensuite, elle commençait à perdre petit à petit sa forme humaine, jusqu'au 15e jour. Là, le phénomène s'inversait. Le phénomène s'inversait, mais qu'est-ce que cela veut dire? Conscient que la suite de ce récit allait sans doute surprendre son interlocuteur au plus haut point, l'abbé se frotta le front et chercha ses mots. Eh bien, à partir du 15e jour, et toujours d'après le codex, le cadavre commençait à prendre forme humaine. Bras, jambes, tête, sauf que, au final, ce n'était pas une jeune fille, mais un homme déjà mûr qui finissait par revenir à la vie.
Tout cela est ridicule. Je comprends que cela puisse vous surprendre. Pourtant, tout ce qui est écrit dans le codex de Malanis semble se vérifier aujourd'hui. Et nous-mêmes avons déjà été confrontés plusieurs fois à ces jeunes filles. Appuya Adelaide. Roderick se leva et marcha un peu dans la grotte. Il réfléchissait et ses deux compagnons respectèrent cela. Certes, il avait vu des choses incroyables depuis qu'il était arrivé ici, mais... Je comprends vos doutes, Intervint de nouveau l'abbé. mais sachez que je suis en mesure de vous prouver chacune de mes paroles. L'homme de main soupira et revint s'asseoir. Que se passe-t-il ensuite? Eh bien, Expliqua Adelaide. si l'on se réfère à Malanis, Il rappelait toujours que ses explications venaient du codex, comme s'il cherchait à protéger sa propre crédibilité derrière l'ouvrage. l'homme qui alors revenait à la vie était toujours hagard et perdu. Il ne parlait pas, savait à peine marcher et passait le plus clair de son temps à dormir. On le ramenait alors au village et on l'installait dans une maison commune où chacun venait lui apporter des offrandes. Au début, il ne paraissait pas comprendre ce qui lui arrivait, mais rapidement il prenait conscience des choses, finissait par parler et il semblait finir par maîtriser un nombre de savoirs impressionnants sans que pourtant personne n'ait pris la peine de lui apprendre quoi que ce soit. Il faut savoir Coupa l'abbé. que cette transformation mentale s'accompagnait également d'une transformation physique incroyable. Oui, Confirma Adelaide. son corps devenait chaque jour plus musclé. Il grandissait jusqu'à dépasser tout le monde. Toute la pilosité de son corps se développait et, le plus incroyable, de grandes cornes poussaient sur sa tête. Mais à la fin de la transformation, Cernunnos était là. Voilà ce que raconte la légende. Voilà comment frère Malanis raconte cela. Oui, et il ajoute que lorsque Cernunnos meurt, quelle que soit la manière, quelle que soit la cause, une autre petite fille avec la fameuse tache naît quelque part et le cycle recommence. C'est pour cela que je suis là, et je vais arrêter cela. Affirma Willem. Les deux autres le regardèrent d'un air étonné. Venez, Dit l'abbé. et je vais vous montrer quelque chose. Mais ce village n'était pas un village ordinaire. Et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. À suivre.